Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à Découverte du patrimoine, tome 3, volume 9, en mars 2021. J'ai l'honneur de poursuivre notre entrevue du mois avec Monsieur Yvon Picotte, qui a été aussi un ancien parlementaire de 73 à 94. Il a été aussi ministre à 6 départements spécifiques. Il a aussi été directeur d'école. Il est directeur général dans un centre pour personnes en difficulté. Et aussi, il s'occupe d'un OSBL qui fournit des emplois à des handicapés dans une usine de recyclage. Monsieur Picotte, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Vous-même? Oui, très bien, très bien. Mais regardez, moi, je veux vous parler de la grève qu'il y a eu à la textile. Dans ce temps-là, j'avais 11 ans. Et mon grand-père a participé à cette grève-là, non pas comme travailleur, il avait fourni. Il défendait toujours le gagne petit puis le gagne. Alors moi, j'ai développé ma compassion là. J'ai aussi fait en sorte parce que mon père, moi, il commençait, il venait d'acheter un épicerie, il n'était pas riche là, dans le temps, puis il commençait à opérer à Louisville. Puis à Louisville, sa clientèle, c'était du monde qui travaillait à la Société de textile. Cette grève-là a duré tout près d'1 an. C'est les 2 grèves dans le temps de Maurice Duplessis qui ont fait époque dans la grève d'Asbestos, dans le bout de la Gaspésie, puis la grève de Louisville, la Société de textile, dans la Mauricie. Et c'est là, moi, que j'ai appris la vie, là, à avoir de la compassion, à aider les autres, à faire du bénévolat, à me donner, dans le fond. C'était une époque où moi, je m'en rappelle parce que mon père était tellement insécure parce qu'il venait d'acheter un commerce puis qu'il était obligé de faire du crédit à tout le monde que finalement, moi, ça veut pas. Ça venait me chercher. Par contre, moi, mon père était très fragile du côté insécurité, tandis que ma mère pouvait foncer par-dessus le diable. Ça fait que j'ai développé autant un côté de ma mère qu'un côté de mon père. C'est ce qui fait que moi, j'ai toujours été le député puis le défenseur de la classe moyenne, de la classe ordinaire. Et pour moi, c'était une époque importante. Même si j'avais 11 ans, là, j'ai été fasciné comme ça, ce qui démontre puis ce qui prouve que finalement, des choses qu'on apprend à faire quand on est plus vieux, on les apprend jeune. Et on est vacciné de ça quand on est jeune, quand on participe à ça. Très intéressant. Ben oui. En tout cas, moi, je pense que c'est une époque de ma vie qui m'a servi beaucoup un peu partout où j'ai passé. Bien. Alors, vous m'avez donné un petit peu la piqûre et le goût de vous parler d'autres choses que j'ai faites dans ma vie ou ce qui m'a façonné un peu à finir par faire ce que j'ai fait une bonne partie de ma vie, c'est-à-dire que le dévouement est en mesure d'avoir de la compassion, est en mesure de comprendre les gens qui ont de la misère à s'en sortir. Alors tout ça, moi, j'ai appris ça très jeune et je pense que c'est le plus beau cadeau que mes parents puis mes grands-parents m'ont légué, dans le fond, d'apprendre des valeurs de la vie, des vraies valeurs, de comprendre le citoyen, de comprendre l'être humain. Comme l'être humain est un être parfaitement imparfait, bien, on n'a pas le choix dans la vie. Il faut vivre avec nos imperfections, mais il faut vivre aussi avec ce qu'on rencontre comme difficulté. Je pense bien que la vie, c'est pas du bonbon tout le temps, c'est pas rose tout le temps. Et c'est comme la température, il y a du mauvais temps puis il y a du beau temps. Il faut toujours penser que le temps plus beau va l'emporter sur le temps moins beau. C'est ça. Est-ce qu'on peut y aller avec une petite notion historique? Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, comment êtes-vous arrivés à Louisville? Ben, moi, je suis arrivé à Louisville. Mon père, d'abord, je suis natif de Sainte-Ursule. Mon père et ma mère sont natifs de Sainte-Ursule. Assez curieusement, mes deux grands-parents restaient dans le même rang. C'était des agriculteurs. Évidemment, mon grand-père Picotte, lui, à un moment donné, a vendu la ferme, puis il a déménagé à Louisville.
puis s'étant venu comme rentier à Louisville. Il y avait de nombreuses familles. Mon père est un des plus jeunes, mettons, dans la famille, ce qui a fait que finalement, ben, mon grand-père a pris sa retraite un petit peu plus jeune. Il a déménagé à Louisville, en plein milieu de la ville de Louisville, avec une grande maison, un grand verger en arrière de la maison, en face d'une industrie qui s'appelait la Société de textile, où dans le temps, la Société de textile employait quelques centaines de personnes. C'est des tisserands, dans le fond. C'est un marché, comme on dit dans le langage, puis je ne veux pas que ça soit négatif, mais un marché de guenilles, dans le fond, où on faisait du linge, etc. Ce sont des tisserands qui travaillaient là. C'est une usine qui venait des États-Unis, dont les patrons étaient des gens des États-Unis. D'ailleurs, il y a une rue à Louisville, la rue Saint-Marc, où il y a toutes des petites maisons de bâties. C'était les patrons de la Société de textile qui demeuraient là. Mon grand-père restait sur cette rue-là, du coin Notre-Dame et Saint-Marc, et avec un grand verger. Puis l'usine était juste en face du verger de mon grand-père. Mon grand-père, lui, a toujours eu comme principe d'aider son voisin, la collaboration, d'avoir de la sympathie pour les gens qui avaient de la misère, pour les gens qui avaient de la misère à joindre les deux bouts. Alors ça, c'était mon grand-père paternel. Et mon grand-père maternel venait quatrième voisin dans le même rang à Saint-Ursule, où ma mère avait appris jeune. Ma mère a travaillé jeune pour justement nourrir la famille de mon grand-père parce qu'ils étaient 5 enfants. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Ma mère m'a raconté tout le temps qu'à 12 ans, elle a travaillé dans ce qu'on appelait dans le temps une shop de couture et elle leur passait des collets de chemise à 10 cents la douzaine. Alors, ça, c'était l'époque de mon autre grand-père. Mon grand-père Leblanc était un gars bien allumé, là, puis beaucoup de gars qui était pratico-pratique, très, très pratique. Il disait, bon, ouais, ça, je fais ça de même parce que ça va m'éviter de faire ça autrement, etc. Bon. Et mon grand-père Picotte, lui, était un vieux sage qui fumait sa pipe tranquillement sur le coin du Perron et qui avait des belles valeurs, qui instituait des belles valeurs. Il y avait juste ça à faire à ce moment-là, quand il était à Louisville. Et quand mon père et ma mère se sont mariés, et une anecdote particulière, mon père et ma mère se sont mariés le 27 janvier 1941. Moi, en allant pour se marier le matin, à 9 h le matin à l'église, c'était en cheval à ce moment-là, il y a l'attelage du cheval a cassé. Alors, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Et mon grand-père Leblanc, qui était superstitieux, dit à ma mère, mes pauvres enfants, ça, il va vous arriver un malheur. Parce qu'un attelage de cheval qui cassait, apparemment, là, que c'était signe de malheur. Vous ne le croirez pas, mais mon père et ma mère sont mariés à 9 h. Ils ont pris le train à Saint-Ursule pour aller faire leur voyage de noces à Ottawa. Hein? J'étais prédilectif. Je voyais déjà la politique à l'intérieur de ça, j'imagine, Ottawa. Oui, c'est ça. Alors, ils ont pris le train au début de l'après-midi pour s'en aller en voyage de noces. Ils ont couché dans un hôtel et le feu a pris dans l'hôtel et ils se sont ramassés la nuit dehors en robe de chambre, tous les deux avec un paquet d'autres personnes qui étaient dans l'hôtel pour finalement être en mesure d'appeler à Louisville le lendemain matin. C'est quelqu'un qui les a hébergés en Inde. Alors ça, c'est la même journée le 27 janvier. Et puis moi, je suis venu au monde le 27 octobre dans l'après-midi à 4 h moins quart. Alors, puis dans ce temps-là, vous savez que le 9 mois était important. Ma mère a prié pour que ça fasse 9 mois parce qu'elle ne voulait pas que les autres pensent qu'il s'est passé quelque chose avant. Tellement superstitieux dans ce temps-là, puis c'est tellement rattaché aux petits détails. Ouais, ça c'est un détail particulier. Et finalement, mon père venait d'acheter une épicerie à Louisville, puis il en prenait possession en revenant de voyage de noces. Alors, ça vous donne une idée tout de suite en partant. On commence dans la misère noire un peu, là, parce que
tout a passé au feu ou à peu près, obligé d'appeler à la banque pour faire des transferts de fonds pour qu'ils puissent s'habiller d'abord pour s'en revenir dans le coin. Et là, on commence la vie comme ça. Moi, je suis venu au monde en 41. Mon père a eu l'épicerie en 41. Et là qu'on embarque dans tout ça. Mais mon père était un gars fragile. Mon père était un gars prudent. Et mon père était un gars fragile dans le sens que beaucoup d'insécurité. Mon père voulait que ça réussisse. Il ne voulait pas être obligé de pas être capable de payer ses redevances puis remettre l'épicerie ou quoi que ce soit. Peut-être c'est l'orgueil aussi qui l'aidait à faire ça. Et ma mère, il n'y avait rien pour l'arrêter. Ma mère, elle disait, on a encore 2 bras et une tête. Tant qu'on a ça, on va passer par-dessus le diable. Ma mère, ma mère, si elle avait rencontré le diable, elle y aurait fait peur. Ça, je suis sûr de ça. J'en suis persuadé. Alors, je suis arrivé un peu dans ce contexte-là. Et là, qu'en 1952, là, j'arrive, après vous avoir fait ce contexte-là, là, j'arrive dans ce que je veux vous parler, ce qui m'a, à mon point de vue, le plus marqué dans ma jeunesse, et ce qui a fait en sorte, finalement, que je suis devenu le gars que j'ai été à cause des circonstances. 11 ans plus tard, en 1952, à Louisville, mon père, là, son commerce va assez bien. Sa grosse clientèle, c'est tout du monde qui travaille à la Société de textile à Louisville. Il y a 300-400 tisserands qui travaillent là, des gens qui travaillent là, qui gagnent leur vie dans le textile, donc de peine et de misère. Et évidemment, comme mon père est situé à peu près à 250 de cette usine-là, puis tout ça, le gros de sa clientèle, c'est des gens qui travaillent là. Alors, il arrive la fameuse grève dans le temps de Duplessis. On se rappellera que dans le temps de Duplessis, c'est un régime assez serré de droit de grève, puis les syndicats, là, c'était pas trop bienvenu dans le décor. Ça existait, mais les grévistes, rappelez-vous que Duplessis les a traités de communistes longtemps. Et puis, elle disait, bon, ben, c'est des communistes, puis c'est dangereux, puis ça a fait pour... D'ailleurs, Duplessis avait dit que ça m'a fait tomber le pont de Trois-Rivières, c'est pas peu dire. Alors, à partir de ce moment-là, Duplessis n'endure pas avec son régime de la grève. Mais évidemment, on va faire des exemples du côté des syndicats. Alors, on décide que la grève de Louisville, c'est une grève où on va marquer, on va commencer à dire qu'on existe comme syndicat, puis que c'est important que les gens aient une qualité de travail. Et là, la grève commence. Mon père, lui, c'est toute sa clientèle. Les gens se ramassent chez nous parce que, évidemment, les premiers 15 jours de grève, c'est quasiment impacté là, pour ces gens-là. Hein. Ils s'amusent un peu, mais cette grève-là a duré tout près d'1 an, 11 mois. À 11 mois, puis c'est à peu près la seule chose de ce développement économique qu'on a. En tout cas, c'est la plus grosse usine du coin. Alors, je peux vous dire que ça a été assez difficile et là, mon père en a arraché un peu parce qu'il se voyait faire plaisir. Il ne pouvait pas accepter, puis mon grand-père non plus, il ne pouvait pas accepter que du monde n'ait pas de lunch à la table parce qu'il était en grève. Puis les gens qui voulaient avoir du lunch à la table n'étaient pas capables de le payer. Ils disaient à Jean-Marie, mais qu'on recommence à travailler, on va te payer, etc. Mais ça a pris du temps. Et là, disons que j'ai vécu, moi, dans cette période-là. Mon grand-père, lui, qui était sympathique au syndicat, puis qui a commencé à détester Duplessis parce qu'il voulait matraquer ces gens-là. Écoutez, il y avait de la police provinciale qui était sur le dessus du toit de la Société de textile avec des fusils dans le temps. C'est assez sérieux, là, avec des fusils. Et mon grand-père avait prêté, c'est-à-dire son verger au syndicat pour qu'il puisse faire face puis faire ce qu'on appelle, ce qu'on voit encore aujourd'hui, là, quand les grévistes mettent une petite roulotte là, pour faire du piquetage, là, pour que les gens puissent faire du piquetage, mon grand-père leur avait cédé le terrain. Et puis, il avait bravé la police, il disait, je ne veux pas voir un policier sur mon terrain, c'est à moi, ça m'appartient. Il défiait la police, etc. Alors, moi, je suis né dans ce climat-là. Je suis venu, ça dit que je ne suis pas né, mais j'ai été élevé d'un peu dans ce petit climat-là où j'ai senti qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de misère. Donc, j'ai développé de la compassion.
Oui, puis c'est pas juste ça. Tu sais, exemple, votre père, là, il dit oui à une personne, mais il peut pas dire non à l'autre, puis oui à l'autre. Fait qu'à un moment donné, ça devient des oui automatiques. Là, le magasin se vide, mais on n'a pas d'argent pour réacheter le stock. Écoute, c'est perturbant, là. Oui, c'est exactement. Le crédit que mon père fait à ces gens-là, il est obligé de demander aux fournisseurs de faire crédit. Or, on sait très bien que quand on s'adresse à des gros fournisseurs pour faire crédit, ils n'ont pas la même sympathie que le petit commerçant qui va avoir de la sympathie pour la personne qui côtoie tous les jours, régulièrement. Alors, là que, et là, ma mère entre en ligne de compte, elle dit, Jean-Marie, on va s'en sortir, il faut des pieds puis des mains, puis apprendre d'autres choses entre-temps pour faire d'autres choses en même temps, faire de la couture pour tâcher d'aller chercher un petit peu d'autres choses. Et là, on se retrouve là-dedans. Alors, moi, évidemment, je suis persuadé là, que cette expérience de vie-là, parce que ça m'a marqué. Moi, ça m'a marqué parce qu'il y a eu la loi de l'émeute à Louisville, là. Il est arrivé à un moment donné où ça a assez brassé avec le syndicat puis la partie patronale, là, qu'à 9 h le soir, alors moi, j'ai connu, le couvre-feu, moi, je l'ai connu, là, bien avant aujourd'hui. En 52, il y a eu un couvre-feu à Louisville. D'ailleurs, le couvre-feu à Louisville a duré longtemps, là, parce que j'étais petit gars, là, puis aller jusqu'à l'âge de 15-16 ans, là, à 9 h le soir, la sirène, les pompiers, criait pour nous rappeler qu'il fallait tous rentrer dans les maisons. Là. Que, quand j'écoute ça, lui, il dit dans le couvre-feu, on n'a pas connu ça bien, bien. Moi, je l'ai connu. J'ai connu ça, puis j'ai connu la loi de l'émeute où il fallait à tout prix ne pas être pris sur la rue après 9 h le soir, dans le temps de la grève, là, je parle plus précisément. Parce que là, il y avait un policier. Je me rappelle qu'il y avait un dénommé Fortin à Louisville qui restait sur la rue de Notre-Dame, pas loin de chez nous. S'était retrouvé à 9 h 10 écart sur la rue, puis il avait été matraqué par la police. Ça. Il avait reçu un coup de matraque, là, puis il avait été blessé, parce qu'il n'y avait pas d'affaire là dépasser 9 h. Alors, moi, c'est dans cette foulée-là, un peu de ma jeunesse, ça m'a marqué. Ça m'a marqué d'abord sur les gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Et là, j'ai compris que c'est pas toujours de leur faute. Là, ils ont peut-être une partie de fautif, évidemment. Le syndicat voulait qu'il y ait des meilleurs avantages, des meilleurs gages. Ils ont peut-être été, on peut dire, aujourd'hui aussi, on pourrait rajouter ça. Quelqu'un dit, ouais, mais écoute, c'est à eux autres de ne pas suivre nécessairement là, le syndicat qui voulait les emmener là. Mais il reste que ça a développé chez moi là, une forte sympathie, de la forte compassion là, pour les gens qui peuvent être exploités aussi, peu importe le genre d'exploitation. Alors moi, j'ai commencé à être sympathique à toutes ces choses-là. Ceux qui sont exploités, la défense des gangs petits, aider celui qui est à côté, donner des choses sans demander autre chose à côté. Exemple, mon grand-père lui a dit, moi, je vous prête mon terrain, là, puis il vous appartient, puis profitez-en, parce que je veux aider à votre cause. Donc, être capable de faire un don de soi, un peu un don de ses affaires. Et c'est là que j'ai vécu, c'est là que j'ai commencé, à mon point de vue, à vraiment prendre conscience de l'importance de l'être humain. Parce que mon père et ma mère auraient pu dire, regarde, c'est à lui de ne pas faire la grève, moi je ne te fais pas crédit, puis ça vient de s'éteindre. Trouve-toi d'autres choses entre-temps, parce que dans ce temps-là, on parle encore de scab, là. Ce mot-là a été inventé là, dernièrement. Là. Alors, il y avait des scabs qui pouvaient aller remplacer les autres pour faire fonctionner l'usine. D'ailleurs, c'est arrivé. Et même la personne qui était en grève pouvait aller travailler ailleurs en attendant de faire d'autres choses. Mais c'est là que j'ai appris qu'il fallait respecter l'être humain. Il fallait aussi que l'être humain ne soit pas abusé dans ses droits. Hein. Dans ce temps-là, il n'y a pas de charte des droits et libertés, ça n'existait pas. Là, c'était au plus fort la poche, comme on dit dans le langage. Alors, au plus fort la poche, là, parfois, il y a des gens qui ne méritent pas ça, mais qui sont vraiment dans le trouble avec au plus fort la poche. Là. Fait que moi, j'ai appris qu'il fallait vivre dans une société
et être capable de comprendre la situation des autres. Et c'est peut-être là, en voyant que ma mère était capable, avec mon père, de chausser les bottines de ceux qui ne pouvaient pas se déprendre facilement, que moi aussi, j'ai appris à faire ça. J'ai appris à penser. Je pense que je le disais quand on a eu une rencontre. Là. Quand j'ai été professeur, c'était la même chose. L'étudiant qui avait 58, moi, c'était automatique, j'y mettais à 61. J'y donnais 3 points parce que je pouvais comprendre que ce matin-là, il pouvait avoir une chicane de ménage de son père et de sa mère, qu'il pouvait être grippé, qu'il pouvait avoir mal de tête, qu'il avait mal dormi, puis que probablement que s'il n'avait pas eu ces mauvaises conditions-là, il aurait réussi son examen. Alors, moi, les valeurs de la vie, je les ai appris à la dure à ce moment-là. Et je me rappelle qu'à 11 ans, moi, j'allais porter les commandes pour mon père chez les voisins. Là. Et puis j'arrivais, puis mon père me disait des fois, essaye, petit gars, il te donne un montant d'argent, au moins là, une partie de la chose. Je revenais, puis je disais, la madame, elle broyait parce qu'elle ne pouvait pas me payer, puis elle avait un petit bébé à la fin de nourrir. C'est difficile d'enlever la pinte de lait à quelqu'un qui veut nourrir son bébé, hein, même si c'est dans des situations difficiles. Alors pour moi, j'ai fait cet apprentissage-là. Et je ne le regrette réellement pas parce que, dans le fond, j'ai développé. Moi, il y a un gars qui a écrit des chansons, il n'a pas écrit beaucoup, mais il en a écrit une, puis je pense que ça valait la peine. Là. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Hein. C'est ça la réalité. Et quand les hommes vivront en fonction des autres, en sachant que la personne qui est à côté de toi, elle peut avoir besoin. Elle peut avoir besoin d'aide, elle peut avoir besoin de compassion, elle peut avoir besoin qu'on l'écoute aussi. Là. Et souvent ça, je fais ça dans ma vie. Moi, je pense que si tu te permets d'écouter des gens, c'est la moitié de la guérison, bien souvent, parce que tu lui donnes une forme d'espoir. Et ça te permet, toi aussi, de développer des choses qui sont importantes dans tes relations avec les autres êtres humains. Alors ça, c'est un épisode pour moi qui a été marquant, difficile. Par contre, quand j'analyse tout ça par la suite, je me dis, oui, mon père ça a pris du temps, là. On a vécu des moments difficiles. Écoutez, j'ai commencé à aller au séminaire par la suite. Et puis, ce que je détestais le plus quand j'allais au séminaire, c'était être pensionnaire, d'abord, premièrement. Puis, deuxièmement, c'était de porter les vieux habits de mes oncles. Hein? Moi, des habits neufs, j'ai connu ça quand j'ai commencé à gagner une pièce. Là, parce que ma mère, comme je vous disais, qu'elle était une bonne couturière aussi. Ma mère prenait les habits de mes oncles, puis mettait plus, puis elle me façonnait à ma façon, à moi, à ma taille. Puis j'ai fait mon séminaire avec ça. Donc, j'ai réalisé que finalement, la vie, ça s'attrape avec, ça s'ajuste avec les difficultés du moment, mais que il y a toujours du temps pour se rattraper aussi. Hein. Il y a toujours... Moi, je sais que mon père, finalement, après avoir eu cette compassion-là, après avoir aidé d'autres, les moments difficiles qu'il a pu passer ont fait en sorte qu'il a très bien fini sa vie. D'abord, il a été en affaires 50 quelques années de temps. Alors, les premiers temps ont été plus difficiles. Par la suite, bien évidemment, son commerce a grossi, il a continué. Heureusement, les gens à qui il avait fait du bon, pour la très grande majorité, ont continué de l'encourager par la suite. Ça fait que ce n'est que partie remise, dans le fond. Et l'autre point que j'ai appris, c'est que mon père et ma mère me disaient tout le temps, petit gars, t'es mieux de manger ton pain noir au début de ta vie que de le manger à la fin de ta vie. T'es plus capable, quand c'est au début de ta vie, de trouver des solutions puis de te dégourdir pour être capable de faire quelque chose. Autrement dit, le vieux principe de ma mère, quand tu as 2 bons bras et une bonne tête, tu peux pousser encore la machine bien plus loin. Alors, si tu attends à la fin de ta vie pour avoir de la difficulté, tu trouves que tu as tout passé une vie à avoir
oublies le fun que tu as eu tout le temps de ta vie pour dire, regarde, ça n'a pas de bon sens ce que je vis. Tandis que si tu as agi de façon contraire, en étant capable de faire face à la réalité de la vie sans se décourager, ben finalement, tu trouves que quand tu arrives, comme mon grand-père, mon vieux grand-père Picot disait en fumant sa pipe sur le coin du perron, hein? J'ai travaillé fort tout le temps de ma vie, puis là, maintenant, je m'amuse à jaser, à faire ce que j'aime, à fumer la pipe, puis j'attends que mon créateur vienne me chercher. Yvon Picotte, merci infiniment pour le partage de cette magnifique histoire. J'en suis toute compassion. Merci beaucoup. On ne pense pas qu'on a vécu ça au Québec, en tout cas 60 ans plus tard. Là, fait que c'est très intéressant. J'ai juste une petite question. En 1952, est-ce que l'électricité était rendue chez vous? Oui. En 1952, oui. Mais il y a bien des choses qu'on sait. Mon père me disait ça. Il dit, je me rappelle une fois quand j'ai remplacé ma vieille dactylo pour justement l'ordinateur. Là. Et j'étais arrivé chez mon père à un moment donné qui était à la retraite dans un foyer, puis il se barçait lui aussi comme son père l'a fait. Puis là, j'étais pas de bonne humeur parce que j'avais essayé d'écrire des textes, puis je venais de recommencer, je ne savais pas quoi faire avec ça tout. Tandis qu'avec ma vieille dactylo, j'étais capable de mettre un papier blanc dessus, puis ça s'effaçait, puis je retaponnais ça par-dessus. Mon père m'a dit, pauvre petit gars, tu n'as rien vu encore, tu vas en voir bien d'autres. Il dit, as-tu pensé que ton vieux père, il s'est habitué d'abord à l'eau courante, il s'est habitué à l'électricité. Aux toilettes intérieures, hein? On a passé des bécosses. Aux toilettes intérieures. Il dit, le téléphone, ça fait qu'il dit, dans la vie, là, on passe notre vie à s'ajuster. Si on ne s'ajuste pas, on va être malheureux. Fait qu'il dit, prends ça, égal, mon petit gars, vas-y, une affaire à la fois. Tu vas voir, tu vas finir par être bon. Hey, c'est s'adapter à l'eau courante, c'est incroyable. Oui. Moi, j'ai connu ça dans l'histoire des bécosses à l'extérieur, tu sais. Chez mon grand-père, j'ai été élevé par lui parce qu'au début, en plus de ça, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma mère avait eu une grosse opération pour le foie dans ce temps-là. Puis moi, j'étais allé vivre chez mon grand-père à Saint-Ursule durant quasiment 6 à 8 mois de temps. Alors, c'est juste pour vous dire que finalement, dans tout ça, puis là, quand j'étais chez mon grand-père en pleine campagne, d'abord de l'asphalte, il n'y en avait pas, c'est sûr. L'eau, on allait la puiser dans le puits. Hein? Quand il est arrivé l'histoire de la pompe à eau dans la maison, c'était une révolution. Hein? Puis les bécosses, il est dehors, le petit coin était dehors, en arrière de la maison, là. Et avec du vieux papier journal, aujourd'hui, on est chanceux de faire ce qu'on a à faire, puis de le faire comme ça. Oui, tout à fait, parce que là, à moins 30, en plein mois de janvier, d'ennui, ça doit pas être le fun. Oui, mais l'histoire se répète, hein. C'est que moi, je dis à mon gars, pauvre petit gars aujourd'hui, c'est moi qui dis, ce que mon père a fait, je suis en train de le faire. Et je dis à mon gars, écoute, t'as pas fini d'en voir, toi, avec le développement des technologies, puis des maisons qui sont intelligentes, puis tout ce que tu veux. Hein, aujourd'hui, tu es assis à l'autre bout du monde, puis tu contrôles la luminosité de tes maisons, puis ton thermostat. Là. Des choses comme ça fait que ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça va aller bien plus loin que ça encore. Ça a commencé à mettre du bois dans le poêle à 6 heures du matin. Oui, c'est ça. Alors voilà. On pourrait se prendre pour un autre. J'en ai encore beaucoup de bonnes anecdotes. Là, volontiers, ça tombe bien, on a une chronique mensuelle. Merci, M. Picotte. Je pourrais vous parler de la crise d'octobre. Je pourrais vous parler de l'intervention du caporal Lortie à l'Assemblée nationale. Je pourrais, évidemment, vous parler d'une foule de choses qui m'est arrivée au cours de ma vie, puis qui ont fait en sorte que même si c'était des choses qui étaient difficiles à prendre, c'était pour du plus et du meilleur. Monsieur Picotte, merci infiniment et on se voit le mois prochain. Merci. Merci beaucoup. À vous aussi. Merveilleux! C'est vraiment très intéressant. Merci, je suis très captivée.
Bon, ben, ça marche. Merci beaucoup. Bonne semaine.